ici, si on regarde le traitement du thème 3, euh, ce troisième thème, notamment le premier chapitre, qui est consacré à la modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux, aborde un certain nombre de points qui appartiennent à l'histoire économique et avec des notions que ne maîtrisent pas forcément nos élèves, surtout pour ceux, et forcément ils sont nombreux, qui n'ont pas suivi d'enseignement de type économique. Dans le programme de terminale que je vous ai mis ici, enfin une partie, l'économie apparaît finalement à plusieurs reprises avant le chapitre 3. Il apparaît d'abord dans le premier chapitre, hein, sur l'impact de la crise de 29, et ici, un point de passage et d'ouverture est réservé à Franklin Roosevelt et au New Deal, et d'ailleurs, il est aussi renforcé par le PBO sur le Front populaire. À ce moment-là de l'année, donc au début de l'année, on a pu voir du coup les principes du keynésianisme, ou si on n'a pas utilisé ce terme-là, l'intervention de l'État dans l'économie. Et c'est l'occasion aussi peut-être de parler du rôle de régulation que joue l'État dans l'économie, avec, et vous le verrez dans les PPO, toutes les conséquences que cela entraîne sur le droit du travail ou sur la société française. Ensuite, éventuellement, on peut réutiliser ces notions au moment, dans le chapitre 4, dans l'étude sur le programme du CNR, qui est aussi un PPO, mais c'est à peu près tout. Et finalement, quand arrive le thème 3, les programmes, vous l'avez ici, en tout cas pour le premier chapitre, nous proposent de parler de libéralisation, de dérégulation, de la crise économique occidentale après les chocs pétroliers, et y compris d'un nouveau capitalisme, celui de Reagan et de Deng. Et finalement, on arrive ici dans ce chapitre avec assez peu de références économiques, et elles ne sont pas forcément totalement maîtrisées en plus par les élèves. C'est pour ça qu'il nous a semblé important dans ces études, et afin d'essayer d'expliquer rapidement aux élèves les enjeux économiques de cette période, il nous a semblé important de nous appuyer sur un ou quelques documents centraux véritablement importants, qui ensuite seraient recontextualisés pour permettre l'émergence des notions qui sont demandées au programme. Prenons ici l'exemple donc du point de passage et d'ouverture sur Ronald Reagan et Deng Xiaoping, acteurs d'un nouveau capitalisme, c'est le titre du programme. Alors vous êtes ici sur les pages 218 du manuel d'histoire ou 208 de la compilation. Alors nous avons fait le choix de séparer en fait le PBO en deux doubles pages, une pour Ronald Reagan, une pour Deng Xiaoping, mais elles répondent finalement, elles sont autonomes, mais elles répondent à la même logique et à la même démonstration. Ici, typiquement, sur cette page sur Reagan, le document central, c'est le discours inaugural du président Reagan au mois de janvier 1981. Il rentre en fonction, et c'est notamment le discours dans lequel il prononce cette fameuse formule: dans la crise actuelle, donc la crise des années 70, vue plus tôt, le gouvernement n'est pas la solution de nos problèmes, c'est le gouvernement qui est le problème. Alors, cette formule est très célèbre, mais il faut qu'elle soit explicitée. Et finalement, l'explicitation qui nous a semblé la plus pertinente, on l'a trouvée dans un discours qui est prononcé 2 semaines plus tard, début février 1981 toujours, et dans lequel finalement ici, Reagan précise sa pensée au niveau notamment du déficit public et de la pression fiscale. Et finalement, avec ces éléments où il demande justement une baisse de la pression fiscale, une libéralisation de l'économie, on peut, à partir de ces deux discours, voir quel est le fondement même de la pensée de Reagan. Et les documents qui sont apportés, les 4 autres documents de cette double page, finalement, nous montrent les conséquences de cette politique. Alors, vous avez bien sûr des
des graphiques, comme souvent dans les études économiques, mais aussi une photographie alors d'une des grèves les plus célèbres, c'est la grève des contrôleurs aériens qui a lieu juste après enfin, qui ici a lieu juste après l'élection de Reagan. Alors encore une fois, sur le contexte de cette crise, vous pouvez aller voir le livre du professeur hein, qui détaille pour vous le contexte en cas de question des élèves. Et finalement, le document 4 est une analyse d'époque. Hein. Il nous a semblé important que toutes les analyses soient des analyses proposées à l'époque, enfin ici dans les années 80. Donc c'est un article du Monde, la fin des années 80, du 14 août 87, et finalement qui analyse les revers de la déréglementation. Alors déréglementation étant un synonyme hein, de dérégulation ici. Et vous avez donc un bilan. Euh, Encore une fois, ce qui nous paraît important, en fonction aussi du temps que vous choisissez de passer sur les différents points de passage de différentes études, nous avons proposé un parcours long qui s'appuie sur la totalité des documents et un parcours 2 plus rapide ou en tout cas plus synthétique qui s'appuie ici notamment sur une analyse plus précise de l'article du Monde. Si on regarde bien, l'étude sur le nouveau capitalisme de Deng Xiaoping suit à peu près le même schéma. Il y a une notion ici importante dans le nouveau capitalisme proposé par Deng Xiaoping, c'est celle de socialisme de marché. Alors, on en parle dans l'introduction, dans le chapeau, et elle est évoquée en notion en bas à gauche. On peut ici s'appuyer sur le texte de Deng lui-même, sur les idées économiques, hein, un article de 1976 de Deng Xiaoping, et vous avez ensuite des cartes donc, sur les zones économiques spéciales, graphiques pour montrer justement l'ouverture, enfin les exportations, l'augmentation des exportations chinoises, deux photographies qui montrent un peu les conséquences. Alors l'ouverture sur la Chine, bon, l'installation du McDonald's de Pékin qui est peut-être un peu iconique, et aussi le travail, notamment industriel, ici dans la zone économique spéciale de Shenzhen. Et à ce premier document de Deng Xiaoping répond une analyse, alors qui est une analyse quasiment contemporaine, puisque elle date du début des années 80, un article de Michel Roy, qui s'appuie justement, qui fait un petit bilan du succès de la zone économique spéciale de Shenzhen. Donc, finalement, ce que je voulais vous montrer ici dans les doubles pages, c'est que la façon dont sont structurées les pages permettent d'y passer du temps si on souhaite, par exemple pour les points de passage et d'ouverture, les traiter en détail. Et vous avez ici des parcours plus ou moins longs qui peuvent aussi s'appuyer sur un document en particulier. Ici, c'est le document 1, c'est le document de Deng ici. Mais aussi de faire émerger à chaque fois une notion et montrer les conséquences ici de la mise en place de cette politique. Vous aurez remarqué aussi que nous cherchons systématiquement à varier les supports. Il y a bien sûr des textes, systématiquement un ou deux textes, cartes, graphiques, photographies, et même aussi, de plus en plus, et c'est la particularité peut-être de ce manuel de terminale, c'est la place de la vidéo. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est celui de la révolution islamique. Ça, pour le coup, c'est une nouveauté. Elle nous est demandée, en tout cas dans les points qu'on peut aborder au programme. Alors, l'événement est quand même, disons-le, assez peu connu des élèves. Le pays n'est pas tellement abordé dans les programmes, ils n'ont sans doute jamais entendu parler du Shah. Et en revanche, il est vrai qu'aujourd'hui, l'Iran tient une place centrale dans le paysage médiatique, de même que la question de l'islamisme, hein, qui est forcément centrale ici, dans une moindre mesure le chiisme, et ce qui ne rend pas forcément l'abord de la question plus facile. Ici, il faut sans doute prendre la question de la révolution islamique iranienne à travers ce que nous indique le programme, c'est-à-dire le rejet du monde occidental. Et finalement, cette double page est finalement organisée autour de deux points centraux.
c'est la notion centrale, c'est la mise en place, c'est dans la problématique d'un État islamiste et donc de la mise en place de l'islamisme. Là, le document de l'ayatollah Khomeini est en lui-même une définition de ce qu'est l'islamisme et nous avons mis, et encore une fois, c'est pas forcément tout à fait nécessaire, mais une photographie sur le contexte qui appelle l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah, la chute du Shah. Nous avons décidé ici d'ajouter une vidéo de la Croix sur le système politique iranien, alors qu'il y a une question contemporaine, qui fait écho aussi par ailleurs à une question qu'on avait évoquée, la question de la théocratie qu'on avait évoquée dans le manuel de géopolitique de première. Donc la page de gauche, ici, cherche à définir ce qu'est l'islamisme, et la page de droite, pour le coup, évoque la question des conséquences sur le rejet du monde occidental, avec une photo quasi iconique d'étudiants ici iraniens qui brûlent le drapeau américain, et un discours de Khomeini qui date de 1987, hein, qui est certes plus tardif, mais qui finalement ici souligne la question centrale des relations étrangères iraniennes, avec, vous l'avez à la ligne 3, notre slogan « Ni Est ni Ouest », et dans les lignes qui suivent, notre véritable politique est une politique de non-aligné des pays islamiques et des pays qui accepteront l'islam comme seule école pour sauver l'humanité dans un avenir proche avec l'aide de Dieu. Donc, encore une fois, on pourrait penser que voilà, aborder une question peut-être aussi sensible que l'islamisme, que l'Iran soulève un nombre important de questions sur le schisme, etc., sur la place de l'Iran, mais il faut sans doute ici le placer autour de deux questions essentielles. Qu'est-ce que l'islamisme? Et ça, c'est tout à fait important, et vous pouvez le répéter aussi, enfin, Gilles Kepel l'écrivait dans Sortir du chaos, l'année 79, c'est une année charnière dans l'histoire de l'islamisme, c'est la fin de la guerre en Afghanistan, qui est vue ailleurs dans le manuel, c'est la révolution islamique, et donc c'est une nouvelle finalement période pour l'islamisme, qui a cette fois une figure militante après cette guerre, ce djihad en Afghanistan, selon les termes de Keppel. Et donc ici, une notion, l'islamisme, et par ailleurs une deuxième notion qui est celle de le changement, la rupture dans les relations internationales. Dernier élément, je dirais peut-être plus vite là-dessus, sur les jeunes dans la société française. Finalement, les années 80 rentrent dans véritablement les manuels d'histoire, et notamment la société française dans les années 80. Et c'est vrai que quand on parle des jeunes, et forcément ça fait écho à ce que sont nos étudiants, d'autant plus de terminale, on a cherché à trouver des documents qui pouvaient leur parler. Alors, moi, ce qui me semble le plus intéressant ici dans cette double page, c'est un des points qui me semble important, c'est le discours de Balavoine, enfin le discours, comment dire, le texte de Balavoine. Vous le connaissez peut-être, il est alors invité sur le plateau d'Antenne 2 au journal, et finalement on lui donne la parole une minute avant la fin de l'émission, et là il prend une partie d'une colère, et il explique en gros que tous les gens qu'il a entendus, et notamment François Mitterrand qui est sur le plateau, sont déconnectés de ce qu'est la jeunesse et des revendications de la jeunesse. Et il évoque notamment la classe politique, les assassinats politiques, hein, qu'il y a aussi à la fin des années 70 et d'ailleurs au tout début de l'année 80, mais aussi l'intégration des étrangers en France, vous l'avez ici. Et ce qui me semble important, c'est vraiment de montrer, alors nous avons mis le texte pour pouvoir travailler dessus, mais il faut montrer la vidéo aussi aux élèves. Alors, bien sûr, ils peuvent le regarder chez eux si vous n'avez pas le matériel, je dirais, en classe. Et là, vous avez un texte qui parle véritablement aux jeunes. Il fait d'ailleurs aussi référence au terrorisme, à l'absence d'avenir des jeunes, et ça me semble être un élément tout à fait important.
pourriez être peut-être surpris de l'affiche de la Boom. Sachez tout de même qu'une des dernières émissions de la Fabrique de l'Histoire, au mois d'août 2019, était consacrée à une histoire de l'adolescence, et vous avez un reportage de Séverine Liattard sur la Boom génération. C'est peut-être aussi, alors ça paraît très loin, très daté, mais c'est aussi pour le coup, ce qui est intéressant, c'est un phénomène de société à ce moment-là, et donc c'est un phénomène historique. Vous avez aussi, et ça semblait important, les manifestations à l'occasion de la mort de Malik Oussekine, sur, encore une fois, les violences ici policières, bref, des éléments qui parlent sans doute à nos élèves. Voilà, alors je voulais vous faire rapidement ce rapide aperçu de la manière d'aborder ces doubles pages pour vous montrer que tous les documents ne sont pas nécessaires, qu'il faut sans doute, et c'est ce qu'on a essayé de faire, s'orienter sur un document et d'autres qui contextualisent la chose. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais continuer cette présentation. Dans un second temps, en fait, l'objectif est de vous présenter comment, dans le manuel que vous avez à votre disposition, donc dans le manuel Hachette Éducation de Terminale, comment nous avons mis en place un certain nombre de tâches pour que les élèves puissent préparer au mieux les E3C du mois de mai. Alors, évidemment, vous en avez tous conscience, on a une fin d'année qui est quand même compliquée, de première, avec des élèves qui ont été démobilisés, certains connectés, d'autres déconnectés. Et c'est vrai qu'on ne va pas tous les récupérer, si on peut dire, au même niveau en classe de terminale si le mois de septembre redevient une rentrée classique. Pour cela, c'est vrai que nous avons décidé de mettre l'accent sur la révision, sur le retour. Parfois, peut-être que vous le jugerez un peu simpliste, mais nous avons décidé vraiment de mettre le paquet sur l'accès méthodologique. Si on présente un petit peu les différentes parties du manuel, vous avez tout d'abord quelque chose qui fait notre originalité depuis la collection, le début de la collection en classe de seconde. On a décidé d'intégrer de manière systématique dans chaque chapitre un travail méthodologique qui est placé dans une étude. L'objectif, c'est qu'en fait, ça ne vous fasse pas perdre de temps, comme on dit. C'est-à-dire, bien sûr, comme le disait Henri tout à l'heure, le programme est chargé, on a toujours besoin de courir un petit peu après le temps. Et bien ici, l'étude vous permet de réviser un pan méthodologique. Alors, chaque chapitre est dédié à une approche de l'analyse de documents. Vous pouvez en retrouver, par exemple, sur l'analyse d'un discours, sur la confrontation d'un texte avec une carte, sur la méthode d'analyse d'une affiche de propagande. Et donc, à chaque fois, cela permet aux élèves de réviser la méthodologie. Si on prend l'exemple ici du régime soviétique, que vous avez donc dans le manuel dans les pages 52 et 53, l'étude peut être menée de manière traditionnelle. Vous pensez que vos élèves n'ont pas besoin de réviser la méthode d'analyse d'une affiche de propagande, ou que tous n'en ont pas besoin. Vous pouvez mener votre travail à partir des 5 documents qui vous sont proposés, les 3 textes et les 2 documents iconographiques. Et vous avez une question, un bloc question qui s'appelle parcours, qui est placé donc en bas à droite et qui vous permet donc de travailler de manière, on va dire, classique avec vos élèves. En revanche, on a donc cette approche analyse d'une affiche de propagande basée sur le document numéro 4 uniquement, l'affiche du culte du chef donc de Staline, et qui vous permet donc de réviser la méthode. Et comme à chaque fois quand on travaille sur un document patrimonial, iconographique, on a les 3 étapes, présenter, décrire et interpréter, ici, l'affiche stalinienne. Donc la méthode est rappelée à chaque fois aux élèves. Et cette méthode leur permet finalement d'avoir des éléments concrets qui vont leur permettre de répondre à la consigne qui peut leur être posée s'ils ont comme analyse de document en E3C un document qui est de cette nature-là, en l'occurrence ici, une affiche de propagande. La partie méthodologie de l'affiche de propagande, basée en bas à droite, et juste au centre à droite, le parcours donc, qui permet de travailler de manière classique. Donc ça, c'est le premier axe qu'on a essayé de mettre vraiment en avant dans notre manuel. Donc l'intégration de la révision des principales méthodes d'analyse d'un ou de 2 documents
dans des études et dans chaque chapitre. La deuxième chose, évidemment, c'est le travail sur des exercices type bac qui sont très nombreux et que nous vous présentons en fin de chapitre. En fait, vous allez voir que pour chaque chapitre du manuel, vous allez d'abord avoir une première page qui vous permet de travailler de manière différente avec vos élèves. Par exemple, travailler de manière différente, première possibilité, vous allez le retrouver dans plus de la moitié des chapitres, les 2/3 à peu près, vous allez avoir un exercice travail de l'historien. Il nous a semblé en effet important que les élèves puissent être initiés au travail, à la méthodologie de l'historien. Comment un historien travaille à partir d'un document source, comment il l'analyse, il le confronte à d'autres sources pour pouvoir en faire finalement un vrai document historique. Ici, s'initier au travail de l'historien permet à l'élève, donc vous voyez, vous avez 3 rubriques. L'historien commence par définir le contexte historique, l'historien confronte la source à ce contexte, et enfin, l'historien, bien sûr, interprète la source et en donne, bien sûr, les limites. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre aux élèves d'être confrontés avec de vrais documents sources. Et au fur et à mesure des chapitres, on a essayé de varier ces documents sources. Cela peut être des photos, cela peut être des discours, ça peut être des affiches politiques. Donc vraiment, pour essayer de couvrir le spectre complet des documents sur lesquels l'historien peut travailler et apporter un regard plus ou moins critique. C'est donc ça le premier, disons, support qui change un petit peu, la première méthode qui change un petit peu dans l'exercice. La deuxième méthode qu'on a essayé de mettre en avant, c'est également de travailler de manière différente à partir d'autres supports, peut-être des supports un peu moins classiques pour certains collègues. Pour beaucoup d'entre vous, ça fait partie de votre quotidien, c'est-à-dire le travail, par exemple, à partir d'un film ou le travail à partir d'une bande dessinée. Donc, dans à peu près entre 40%, on va dire 1/3 à 40% des chapitres, vous verrez donc une page consacrée à ça, le travail donc à partir d'une bande dessinée. Voilà, donc l'histoire de la Ve République de Thomas Legrand et de François Varzala. Et donc ici, on travaille à partir de vignettes choisies avec un court questionnement pour leur montrer comment à partir d'un support qui peut paraître un support secondaire, on va dire, on peut faire une analyse historique. Donc avec toujours le même travail sur le regard critique vis-à-vis du document qui est proposé. Donc ça, c'est la première page des 6 pages en fait que nous consacrons dans chaque chapitre au travail de révision, de préparation, donc à exercice et préparation aux E3C. Ensuite, nous avons donc sur les 5 autres pages, nous avons des exercices type bac qui vous sont proposés. Ces 5 exercices type bac, évidemment, sont prévus pour travailler autour d'une idée de progressivité. Ça veut dire que au début du manuel, vous verrez que les différentes tâches, comme par exemple réviser l'analyse de la consigne, réviser la sélection des informations, réviser la méthode de la construction de la petite intro, de la petite conclusion, réviser la construction de l'analyse avec 2 ou 3 grandes parties structurées, argumentées, citant les documents, et bien tout cela, on le révise au fur et à mesure des différents chapitres. En fait, on fait ça du chapitre 2 au chapitre 7, pour être précis, les autres chapitres vous permettant de travailler sur des sujets complets, le premier dès le départ, pour tout réviser d'un coup, et puis les derniers pour évidemment permettre aux élèves d'avoir la totalité de la méthode à réutiliser. Donc on a essayé vraiment de faire ça de manière proportionnelle. Vous voyez ici, par exemple, sur les pages, j'espère qu'elles s'affichent cette fois-ci, 138 et 139, analyse de documents, rédiger l'introduction d'une analyse de documents. Ici, vous avez les étapes, présenter les documents, analyser la consigne, sélectionner les informations et enfin rédiger l'introduction avec déjà le début de l'introduction qui est proposé. Donc on a vraiment cette idée de progressivité au fur et à mesure des différents chapitres pour que tous les élèves puissent finalement rejoindre, j'allais dire, le train qui est en marche, parce que certains sont restés un petit peu sur le quai avec le confinement. Enfin, le troisième axe majeur qui est développé dans notre manuel, c'est vraiment la volonté de construire des études autour de la différenciation pédagogique. L'objectif, c'est que tous les élèves puissent peu à peu progresser et là aussi acquérir une maîtrise suffisante des compétences. Alors,
évidemment, vous avez tous en face de vous des classes avec une grande diversité de niveaux, une grande diversité de maîtrise des capacités et des compétences. Et les classes de terminale ne vont pas, bien sûr, déroger à la règle. Donc, l'objectif, c'est de vous permettre de vous adapter à vos élèves, à votre classe, et de leur permettre donc de réussir pleinement leurs E3C à la fin de l'année de terminale, aux environs de mai 2021. Pour pouvoir réaliser ça, on a prévu plusieurs types de différenciation pédagogique. Le premier type de différenciation pédagogique, ce sont des parcours différenciés selon le niveau de maîtrise de compétences par l'élève. Vous avez donc un parcours 1 et un parcours 2 qui vous sont proposés en bas de l'étude. Ici, vous êtes sur d'une crise américaine à une crise mondiale, page 26-27 du manuel de terminale. L'idée, c'est de proposer un questionnement, donc on est au tout début d'année, donc proposer un questionnement très guidé, c'est le parcours 1, pour les élèves qui ont plus de difficultés, mais qui doivent néanmoins arriver à un bilan à construire, à structurer. Les élèves qui sont les plus à l'aise, qui ont une maîtrise des capacités plus importantes, peuvent se lancer ou être lancés directement dans le parcours 2, qui lui n'est basé que sous l'idée d'une consigne accompagnée d'une petite aide tout de même parce que nous sommes en tout début d'année. Donc, à vous de voir comment vous construisez, évidemment, comme vous le faites d'habitude, votre activité pédagogique. Est-ce que vous désignez les élèves qui vont travailler plutôt avec le parcours 1 ou avec le parcours 2 Est-ce que vous allez, parce que vous avez une classe qui est dynamique, qui a un bon niveau de maîtrise des compétences, vous lancez directement dans le parcours 2 ? Vous êtes en début d'année, vous pensez qu'il faut d'abord voir où ils en sont, vous allez plutôt utiliser le parcours 1. Donc, il y a vraiment une très grande liberté pédagogique qu'on a essayé de vous faciliter, disons, à travers ces études. Donc, première méthode pour favoriser la différenciation des élèves, des parcours différenciés selon le niveau de maîtrise des compétences par l'élève. Deuxième moyen de différencier, cette fois-ci, c'est différencier selon les modalités pédagogiques mises en œuvre. L'idée, c'est de se coller vraiment à l'esprit de la réforme du lycée et à ce que les corps d'inspection en général nous incitent à faire, c'est-à-dire de proposer d'autres méthodes pédagogiques que le simple travail, analyse de documents, et puis après, quand ils ont répondu aux questions, on corrige. L'idée ici, c'est de proposer certaines fois un travail de présentation à l'oral, un travail de groupe, un travail en binôme, parce que le groupe, ça peut être deux personnes qui doivent déjà préparer quelque chose, et donc de favoriser des capacités que peut-être on travaille moins en classe. La nécessité de dialoguer avec autrui pour pouvoir construire quelque chose en commun, la capacité de s'exprimer à l'oral devant une classe, et pourquoi pas confronter deux groupes qui travaillent et qui échangent, enfin qui ont travaillé ensemble, de manière séparée, sur le même sujet, et qui après vont confronter leurs résultats pour arriver à une trace écrite, par exemple, commune. Donc là, on a vraiment de très grandes possibilités qui vous sont offertes. Ici, sur la Chine de Mao, on est page 160-161, et vous avez ces deux parcours différenciés qui vous permettent notamment de travailler donc le travail de groupe. Enfin, la troisième différenciation que nous proposons dans le manuel, c'est celle que vous allez retrouver systématiquement dans la double page PPO, c'est-à-dire le point de passage et d'ouverture, donc que l'on retrouve dans le programme, évidemment, dans chaque chapitre, les différents PPO. Donc ici, on propose un parcours 1 d'analyse classique, question bilan à rédiger. Parfois, le bilan, au lieu de le faire à l'écrit, on propose de le faire à l'oral. Évidemment, après, vous ferez bien comme vous le voulez. Des fois, travail de groupe et restitution orale. Donc, on essaye d'utiliser tout ce qu'on a pu voir auparavant comme méthode pédagogique. Et là, vous choisirez ce qui vous convient. Le parcours 2, en revanche, lui, il est orienté bac, donc préparation des E3C, systématiquement une consigne qui est donnée pour que les élèves puissent réviser la méthode d'analyse d'un ou de plusieurs documents dans l'esprit bac. Ici, vous voyez que sur la nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938, on est dans les pages 58 et 59 du manuel de terminale, les E3C sont préparés autour de deux textes, confrontation, donc la nuit de cristal relatée dans un quotidien français, donc le Figaro, c'est le document numéro 2, et le document numéro 3, qui est lui le témoignage d'une jeune juive qui a vécu la nuit de cristal.
Donc il y avait 16 ans au moment de cet événement tragique de la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Donc vous voyez, on a vraiment essayé de mettre en œuvre une grande diversité des approches pédagogiques pour vous laisser le plus de choix possible pour votre travail en classe. Bien, alors nous allons passer au numérique. Alors sur le manuel numérique, les services donc marketing et technique vont vous redonner, je pense, les liens pour que vous puissiez vous connecter rapidement. Voilà, merci Véronique. Donc le manuel numérique, vous avez le lien donc mesmanuels.fr. Donc on va essayer de voir ensemble comment est construit ce manuel enrichi. Un petit tour sur le livre du prof, et puis enfin on parlera mais très rapidement du fait que vous pouvez utiliser aussi les QR codes qui sont présents dans le manuel. Alors ici, lorsque vous allez donc utiliser le lien qui vous a été mis dans le chat par Véronique Bourguin, vous allez arriver sur notre manuel. Donc ici, vous avez pour l'instant le chapitre 7 en test, en version donc premium, donc avec toutes les particularités que vous allez pouvoir retrouver. Si vous regardez le centre de l'écran, vous avez indiqué vue page et vous avez indiqué vue web. Sur la vue page, moi je vous dirais simplement, en fait, vous avez accès au manuel numérisé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir feuilleter le manuel double page par double page. Vous allez pouvoir donc grossir, par exemple, un document iconographique que vous voulez utiliser avec vos élèves. Vous allez pouvoir donc vraiment travailler sur les détails en fait de chaque partie, travailler sur un texte notamment. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer aujourd'hui, c'est bien sûr ce qu'on appelle la vue web, parce que c'est là où vous allez avoir accès à la partie enrichie du manuel. Alors, dans le manuel, on a, Henri, vous en avez parlé tout à l'heure, on a vraiment décidé de mettre l'accent sur l'importance des vidéos. Donc, vous avez régulièrement, au cours du manuel, des liens qui vous sont proposés vers des vidéos. Donc, par exemple, ici, si vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur les conséquences du premier choc pétrolier, donc une vidéo extraite d'un journal télévisé qui présente donc ces conséquences. Et dans le manuel donc enrichi qui vous est donc proposé ici, vous avez en fait des fiches qui vous permettent de travailler un certain nombre de choses. Donc, par exemple, sur les conséquences du premier choc pétrolier, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir accès assez rapidement au PDF. Donc, quand on clique sur le PDF, on s'ouvre une fiche qui reprend, je ne sais pas si elle est apparue, qui reprend donc le lien de la vidéo. Ici, c'est le journal télévisé de 20h du mercredi 12 mars 2014. Pour les élèves est indiqué le minutage, donc ce qu'ils doivent réellement regarder. Et après, ils ont une série de questions qui leur sont proposées pour analyser cette courte vidéo qui sert d'introduction au chapitre 7 sur la modification des grands équilibres économiques et politiques. Donc, un extrait ici, vidéo. Après, vous avez la possibilité, évidemment, de cliquer sur tous les documents qui sont présents dans la double page de votre manuel et de les voir, évidemment, en grand. Donc, par exemple, ici, la frise, vous pouvez la télécharger aussi pour l'intégrer dans un autre support que vous avez préparé, un diaporama, par exemple, que vous avez préparé avec votre classe. Donc, on a ça pour tous les documents. Moi, je voulais vous montrer sur la page suivante du manuel. Donc, on est après la page d'ouverture, donc on est sur la page de cartes, puisque vous avez vu que dans chaque chapitre, après une page d'ouverture, on a une page repère ou carte qui permet de localiser. La plupart du temps, les repères sont des repères cartographiques. Donc ici, par exemple, le premier document s'intitule « L'économie mondiale au lendemain des deux chocs pétroliers » et vous avez accès à la carte de manière interactive. L'avantage, c'est que bien sûr, cette fois-ci, vous allez pouvoir construire, comme vous l'entendez, la carte. Le gros avantage que je trouve qui a été réalisé par les techniciens d'Hachette, c'est de vous avoir permis de pouvoir faire construire la carte, non pas par bloc. Par exemple, je clique sur le premier et puis pouf, j'aurai toute la première partie qui apparaîtrait. Mais en fait, vous pouvez choisir de faire apparaître les éléments que vous souhaitez. Par exemple, si je clique sur « Autre région productrice », je vois apparaître, par exemple, le golfe du Mexique ici. Si je veux faire apparaître non pas les économies communistes d'abord,
et je voudrais faire apparaître les pays émergents, puisque je suis en train d'en parler avec mes élèves, je ne peux leur faire apparaître sur la carte uniquement les pays émergents. Et puis si après j'intègre par exemple les économies industrielles dépendantes du pétrole, je peux le faire. Donc on a vraiment la possibilité de faire apparaître, de faire disparaître aussi au fur et à mesure les différents éléments que l'on a envie de voir ou de ne pas voir sur le manuel. Donc une liberté que je trouve très importante pour l'utilisation en classe et puis bien évidemment pour la vidéoprojection dans les salles de cours. Alors ça c'est donc pour vous présenter la version donc livre numérique, mais vous avez également deuxième ressource, vous pouvez retrouver donc sur enseignantachèteeducation.com, donc la collègue va vous mettre le lien aussi dans le chat. Vous avez donc ici, quand vous êtes sur le site d'Hachette Éducation, vous avez donc la partie qui s'appelle présentation, la partie site collection, qui vous permet par exemple de retrouver les ouvrages de seconde et de première, la partie guide pédagogique et après les autres supports. Donc par exemple ici, pour le livre du professeur, il faut descendre et j'espère que vous voyez en même temps ce que je vous montre. Vous avez une partie qui s'intitule Guide pédagogique, extrait du livre du prof, chapitre 4. Bientôt, vous aurez, donc le 30 juin, début juillet, on va dire plutôt, vous aurez tous les autres chapitres qui seront présentés ici, donc les différents chapitres du livre du professeur. Alors, à quoi ressemble un livre du professeur chez Hachette pour les terminales? Alors, j'espère que c'est apparu. Vous avez, dans notre livre du professeur, on a vraiment fait un gros effort. Par exemple, pour le chapitre 4, il fait 20 pages, quoi, le livre du professeur. Donc, après le rappel du programme, on vous présente les enjeux, problématiques explicités, les notions, les personnages qui sont présents. Alors, le livre du prof, donc problématique, notions et personnages. Et je vous disais, ce qui me semble le plus important, c'est de regarder ces propositions de parcours que l'on vous fait. Ces propositions de parcours, ça peut être un parcours autour d'une idée. Par exemple, ici, insister sur l'héritage de la Seconde Guerre mondiale ou insister le deuxième parcours sur le nouveau contexte international. Parfois, on vous propose de se concentrer sur des éléments. Donc, normalement, vous avez toujours une proposition de parcours court, donc, où les PPO, évidemment, sont traités. Mais parfois, on vous donnera des détails très précis en termes de, par exemple, de temps possible pour traiter tel ou tel document, telle ou telle partie, telle ou telle étude. Évidemment, c'est pas, j'allais dire pour tous les enseignants, c'est pour les enseignants, surtout les débutants qui ont besoin d'aide pour pouvoir mettre en œuvre un chapitre. Et c'est donc une aide plus particulière. Et on espère que pour tout le monde, ça peut vous donner des idées aussi de mise en œuvre en utilisant la richesse du manuel qui vous est proposé. Voilà, puis je termine, mais ça, je ne vous montrerai pas parce qu'il faut manier son smartphone. Et vous avez également les QR codes, puisque vous avez dû remarquer que à chaque début de chapitre, vous avez un QR code qui apparaît dans votre manuel. Il suffit de passer avec un lecteur de scanner de code sur ce symbole-là, et vous avez accès à toutes les ressources du manuel enrichi lorsque vous l'avez acquis.